Vas-y. Fait que c'est ça, tu peux te reposer. Là. C'est bon. Maintenant, j'inviterai Christopher McCree, qui est notre second présentateur, à partager sa présentation pendant que je le présente. Chris McCree détient un doctorat en sciences atmosphériques de l'Université McGill. Suite à ça, il a travaillé de 2020 à 2021, en fait, comme chercheur postdoctoral à l'UQAM en collaboration avec Uranus, où il a étudié l'occurrence de la pluie verglaçante dans le climat actuel et futur. Et en fait, depuis septembre, il travaille au sein de l'équipe de simulation analyse climatique à Uranus, donc avec moi directement. Et c'est un grand plaisir de travailler avec lui et de le laisser présenter ses travaux. Donc, Chris, à toi la parole. Parfait. Merci, Dominique. Vous voyez le bon écran? C'est bon. Oui, merci encore, Dominique. Merci pour la collaboration sur le projet à Dominique, à Émilie Bresson chez Uranus aussi et Julie Thériault à l'UQAM. C'est ça, j'ai présenté un peu nos résultats sur la pluie verglaçante. Pour commencer, je vais parler un peu de comment le verglas se forme, le climat actuel de verglas sur l'Amérique du Nord. Je vais expliquer un peu comment on peut détecter le verglas dans les simulations. Et ensuite, je vais présenter autant le climat récent et le climat futur dans les simulations du modèle régional canadien du climat, le MRCC5. Donc, pour un peu présenter la motivation de nos recherches, vous voyez bien les effets que les épisodes de verglas peuvent avoir. Je pense que tout le monde au Québec est familier avec l'événement de verglas en 1998, en haut à gauche ici. Mais plus récemment, il y a eu plusieurs épisodes assez intenses de pluie verglaçante. En bas à gauche ici, c'est en Nouvelle-Écosse, il y a quelques jours. À droite, c'est en Nouveau-Brunswick en 2017. Il y avait une importante tempête de verglas. Mais en haut à droite ici, c'est une image de l'Oklahoma en 2007. Et en fait, il y avait une tempête de verglas il y a quelques jours dans le sud des États-Unis aussi. Donc, c'est un phénomène qui affecte pas seulement les régions qu'on associe le plus aux tempêtes hivernales. Donc, c'est important de comprendre comment ce phénomène-là peut changer avec le changement climatique, avec tous ses impacts sur l'agriculture, sur la foresterie, sur l'énergie, par exemple. Donc ici, c'est deux exemples de profils de température et d'humidité dans le vertical qui peuvent mener à du verglas. Donc ici, c'est un exemple dans les 3 premiers kilomètres près de la surface. Donc vous voyez à gauche, c'est un peu le profil classique qui est associé au verglas, avec des précipitations qui commencent sous forme de neige en hauteur. La neige tombe dans une couche d'air où la température est supérieure à 0 et donc la neige fond en pluie. Et ensuite, les gouttes de pluie tombent dans cette couche d'air froid près de la surface, donc quelques degrés inférieurs à 0. Et les gouttes d'eau gèlent en contact avec des objets à la surface. Donc, les températures ne sont pas suffisamment froides pour que l'eau gèle immédiatement et donc ça devient de l'eau surfondue. Dans l'autre cas ici à droite, on n'a pas nécessairement une couche chaude ou froide, mais simplement les précipitations se forment au début en forme d'eau, en forme de pluie, parce que les températures sont trop chaudes pour la formation de la glace. Donc, on a des températures légèrement inférieures à 0. Et ce mécanisme est souvent associé à la bruine verglaçante parce que souvent, ce sont des couches très minces d'air saturé où la bruine se forme. Ça peut être de la pluie verglaçante aussi, mais c'est plus souvent de la bruine verglaçante. La différence entre ces deux mécanismes vont être importants bientôt pour les méthodes qu'on veut utiliser pour identifier le verglas dans les modèles. Donc, ces conditions arrivent le plus souvent dans l'est du continent de l'Amérique du Nord. Donc, on voit ici le nombre d'heures annuelles de verglas pour le climat récent dans les observations, donc aux stations, aux aéroports surtout.
Et on voit que, premièrement, c'est un événement assez rare. En général, il y a peu de stations qui observent plus de 20-30 heures par année de pluie verglaçante. À Saint-Jean-de-Terre-Neuve, c'est l'endroit où il y en a le plus actuellement, avec plus de 50 heures par année. Et après le Terre-Neuve, c'est dans la vallée du Saint-Laurent qu'il y en a le plus. Donc, les points oranges, c'est Ottawa et Mirabel. Mirabel, c'est 45 heures par année, alors que Montréal, c'est l'aéroport Trudeau à Dorval, où la médiane, c'est 25 heures par année. Donc, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de variations très locales aussi en termes de la climatologie du verglas. Et en général, les zones où il y a le plus de verglas sont associées à l'orographie, aux montagnes, aux vallées, donc les effets très locaux. Donc, dans la vallée du Saint-Laurent, bien, c'est la vallée du Saint-Laurent qui favorise l'occurrence de verglas, notamment par l'effet de canalisation du vent. Donc, à la surface, on a souvent des vents du nord-est qui suivent la vallée, qui amènent l'air froid à la surface, qui favorise le maintien de la couche froide. C'est un peu la même chose dans le sud-est des États-Unis. Ici, vous voyez une région en Caroline du Nord et en Caroline du Sud où il y a quand même une bonne fréquence de verglas. Et ça, c'est lié aux Appalaches, dans le fond, le phénomène de cold air damming qui amène de l'air froid le long des montagnes à la surface. Et dans l'ouest du continent, il y a quelques endroits où il y a du verglas régulièrement, notamment dans le Washington et l'Oregon. Et dans ces cas-là, c'est associé aussi aux vallées, aux bassins, dans les Rocheuses. Donc, c'est très important l'orographie pour le verglas. Donc, pour étudier le verglas et les changements climatiques, il y a plusieurs défis. Premièrement, les observations. Je viens de présenter l'occurrence de verglas. Ça, c'est parce qu'on n'a pas vraiment d'observation sur le long terme de quantité de verglas. Donc, c'est vraiment l'épaisseur de verglas qui va déterminer l'impact d'un événement, mais on a très peu d'observations d'épaisseur de verglas. Donc, on doit utiliser la fréquence, l'occurrence, le nombre d'heures, par exemple. Donc, c'est difficile de valider les modèles parce qu'on ne peut pas comparer les quantités. C'est un événement rare, donc les extrêmes sont intéressants, mais les extrêmes arrivent très rarement. Donc, on va peut-être manquer les extrêmes dans une simulation sur 100 ans. On a aussi des enjeux des modèles. Donc, pour identifier le verglas dans le modèle, on a besoin d'un modèle qui peut bien représenter l'orographie. Comme je viens de parler, si on ne voit pas la vallée du Saint-Laurent dans le modèle, on va probablement ne pas reproduire le maximum de verglas dans la vallée du Saint-Laurent. On doit aussi avoir un nombre suffisant de niveaux verticaux dans le modèle, donc archivés, pour identifier les couches d'air chaud et froid. Et on a aussi besoin des données sous-journalières archivées. Et ça, c'est parce qu'à droite ici, c'est un histogramme de la durée des événements. Les barres noires, c'est le verglas. Il y a aussi le grésil et la bruine verglaçante. Mais pour le verglas, si vous regardez 1 ou 2 heures, représente autour de 70% des événements. Donc, la grande majorité des événements de verglas durent 1 heure ou 2 seulement, alors que souvent, on a des données, des modèles archivés aux 6 heures ou 12 heures, ou même jusqu'à tout récemment de façon journalière. Donc, on va manquer beaucoup des événements de verglas si on a juste des données quotidiennes, par exemple. Donc, le verglas n'est pas, à part chez Uranus, en fait, n'est pas en général une variable qui est diagnostiquée directement dans le modèle, qui est sortie par le modèle pendant que ça roule. Et on doit donc diagnostiquer le verglas avec les données qui sont archivées, principalement la température et l'humidité. Et donc, il y a plusieurs méthodes qui existent pour diagnostiquer les types de précipitations. Les méthodes ont à la base été créées pour la prévision météorologique, mais on peut les appliquer aussi au modèle du climat. Et je présente ici les 4 méthodes que j'ai utilisées.
Je n'irai pas trop dans les détails de chacune des méthodes, mais il y a quand même des différences importantes entre les quatre. Ici à droite, c'est un exemple, c'est le même profil que j'ai présenté tantôt, mais dans un exemple où on a 4 niveaux de pression archivés. Donc, les lignes plus foncées sont les lignes, en fait, les points, c'est l'interpolation entre les points dans le modèle. Donc, vous voyez déjà qu'on perd du détail dans les couches chaudes et froides avec seulement 4 niveaux. Et dans le fond, ces méthodes-là vont regarder, certaines méthodes vont regarder niveau par niveau pour déterminer, par exemple, est-ce que la température est supérieure ou inférieure à 0. Dans le cas de la méthode de Bourgoin, on calcule l'énergie de fonte ou de regel. Donc, on calcule, dans le fond, on prend l'intégrale du profil de température par rapport à 0. Et s'il y a une grande couche d'air chaude, on va dire que la neige fond. S'il y a une grande couche d'air froide avec beaucoup d'énergie de regel, on va dire qu'on peut former du grésil, par exemple, parce que la neige fondue va regeler près de la surface. La méthode de Quentin et Bachan est le plus simple. Dans le fond, on prend simplement l'épaisseur des couches, donc 850-700 hectopascales qui représentent la couche chaude et 1000 à 850 hectopascales qui représentent la couche froide en général. Et on compare les épaisseurs en mètres de ces couches-là, alors que les autres regardent en fait les profils de température. Raymer et Baldwin, une particularité de ces deux méthodes-là que les deux autres n'ont pas, c'est que ces deux méthodes regardent en premier si la couche est saturée et ils déterminent si la précipitation débute en glace, donc en neige, ou en liquide, en eau. Ce qui fait en sorte que ces deux méthodes-là sont capables d'identifier le verglas qui est formé via le deuxième mécanisme dont je parlais précédemment. Alors qu'à Bourgoin, ça peut seulement identifier le verglas qui est associé avec une couche d'air chaude en hauteur. Et juste pour donner une idée, si on a seulement 2 niveaux, ben c'est ça le profil qu'on va obtenir. Donc, au lieu de produire du verglas, on va juste produire de la neige si on a des données seulement à 500 hectopascales. Juste pour réitérer l'importance d'avoir plusieurs niveaux. Donc, il y a quelques études dans les 10 dernières années environ qui ont appliqué des méthodes diagnostiques au modèle du climat. Le premier étant en 2011, Lambert et Hansen, qui ont regardé un modèle global, le CGCM3, à une résolution assez élevée, 2,8 degrés, donc une grille très grande. Ils ont appliqué l'algorithme de Raymer aux 12 heures. Et j'ai annoté un peu ici, mais c'est le changement fin du siècle, du 21e siècle, moins la fin du 20e siècle. Et en général, ils ont identifié un déplacement vers le nord de la zone du verglas, donc diminution dans le sud, augmentation dans le nord, surtout au Canada en général. Vous voyez sur le Québec et le Labrador une augmentation, mais Montréal est vraiment sur la ligne entre les deux. Plus récemment, Zhang et al., en 2019, ils ont appliqué l'algorithme de Bourgoin sur le Cana CM4, donc un modèle régional à 0,44 degrés, donc une résolution beaucoup plus fine que Lambert et Hansen, piloté par un ensemble, donc l'ensemble de 50 membres de Cana SM2 qui était présenté dans la présentation d'Alexis, mais seulement sur 3 niveaux de pression aux 6 heures. Mais ils ont obtenu un résultat assez similaire, donc augmentation de pluie verglaçante, de la fréquence de pluie verglaçante dans le nord, surtout dans l'ouest canadien, diminution aux États-Unis. Et plus localement, Matt et al. En 2018 ont appliqué en fait 5 algorithmes pour la première fois sur une simulation à haute résolution à 0,11 degrés sur la région entourant le sud du Québec. Ils ont divisé les résultats par des événements courts et des événements longs. Et en général, ils ont trouvé que sur le sud du Québec, on va avoir une diminution de la fréquence de verglas
surtout liées à une diminution des événements de longue durée. Mais vous voyez ici une petite zone d'augmentation des événements courts dans le nord. Donc, il y a plusieurs facteurs, plusieurs sources d'incertitude qui n'ont pas été complètement prises en compte dans les études existantes sur le verglas. Donc, un peu comme Matt et al. On veut regarder l'effet du choix de méthode diagnostique autant sur la climatologie récente du verglas et sur le climat projeté. Donc, à droite ici, c'est les moyennes annuelles de précipitations mixtes, donc verglas et grésil dans le cas de Matt et al., selon les 5 algorithmes. Et vous voyez qu'il y a une grosse variation selon la méthode. Donc, on veut regarder ces variations-là sur l'Amérique du Nord. Mais on veut aussi regarder l'impact du choix de modèle global utilisé pour piloter le modèle régional sur la climatologie et les projections. Parce qu'en général, les études ont pris une simulation, un modèle régional piloté par un modèle global, mais on sait que le modèle pilote peut avoir des effets importants sur le climat simulé. Donc, on va utiliser des simulations du MRCC5 roulé chez Ouranos à 0,22 degrés, donc environ 25 km sur le domaine ici à droite. Donc, vous voyez, c'est peut-être difficile à voir, mais on représente assez bien la vallée du Saint-Laurent, par exemple, et les variations de topographie qui sont importantes pour le verglas. On a 4 simulations, donc pilotées par 4 modèles globaux différents. Et les données sont archivées entre 17 et 27 niveaux pression aux 3 heures. Donc, premièrement, on regarde la simulation d'évaluation pilotée par la réanalyse, la réintérim. Et à gauche, c'est le nombre d'heures par année de verglas pour la période de référence 1980 à 2009, selon la méthode. Et à droite, c'est les observations un peu converties en équivalent au modèle, dans le fond, avec les données aux 3 heures. Et on voit qu'il y a des différences importantes selon la méthode utilisée. Généralement, si on compare le modèle et les observations, on reproduit assez bien le patron géographique de la climatologie, mais il y a notamment des différences en termes de la fréquence identifiée. Donc, Quentin et Bachand produit généralement beaucoup moins de verglas. Raymer produit beaucoup plus de verglas. Et si on compare les stations individuelles, donc on prend les observations sur l'axe horizontal, on prend le point de gré le plus près de chaque station dans le modèle et on le met sur l'axe vertical. On voit qu'avec Quentin et Bachand, on a généralement une sous-estimation du verglas, notamment aux stations où il y a le plus de verglas dans les observations. Donc, ça, c'est peut-être pas surprenant. Dans le fond, Quentin et Bachand utilisent seulement 3 niveaux dans l'atmosphère pour faire ces diagnostics et on n'utilise pas tout le détail près de la surface. Par exemple, dans la vallée du Saint-Laurent, on n'identifie pas nécessairement le maximum dans la vallée du Saint-Laurent avec cette méthode plus simpliste. Alors que, par exemple, Raymer, il y a une grosse surestimation, surtout à certaines stations. Donc, en fait, c'est très régional. On peut regarder ces changements par région et ces stations où il y a moins de 20 heures par année de verglas dans les observations. Dans certains cas, dans Raymer, il y a plus de 100 heures par année de verglas dans le modèle. Et ça, c'est surtout dans le nord-ouest des États-Unis. Donc, vous voyez ici, il y a une zone où il y a plus de 70 heures de verglas dans le modèle, qui est probablement lié au biais dans le MRCC5, un biais froid à la surface. Et aussi dans le nord, si vous regardez dans le nord canadien, il y a des zones où il y a vraiment beaucoup de verglas identifiés qui n'est pas dans les observations. Et on a regardé plusieurs sensibilités différentes dans les algorithmes et les simulations, notamment le nombre de modèles, le nombre de niveaux utilisés. Donc, avec la simulation, on a 27 niveaux disponibles. Si on utilise seulement 3 niveaux, donc 1000, 850 et 500 hectopascales, on obtient des résultats très différents dans certaines régions.
notamment pour Raymer et Baldwin, qui produisent beaucoup plus de vagues-là dans les Rocheuses, par exemple. Et ça, c'est notamment dû au fait qu'avec seulement ces 3 niveaux, ben, dans les Rocheuses, la surface est souvent à une pression inférieure à 850 hectopascales. Donc, on a juste 2 niveaux, la surface et 500 hectopascales, qui causent des problèmes dans le diagnostic de précipitation. Alors que Bourgoin, par exemple, n'est pas si sensible que ça au nombre de niveaux. Et ça, c'est très fortement lié au fait que Raymer et Baldwin identifient les couches saturées en premier aussi. Donc, la prochaine étape, c'est de regarder l'effet des modèles pilotes. Donc, ici, c'est l'MRC-C5 piloté par CANESM2. Et on voit que c'est un peu différent que le RA intérim. Si on regarde ici, il y a un peu moins de vagues là avec le CANESM2. C'est un peu plus au nord. Mais si on regarde, par exemple, la simulation pilotée par le modèle de GFDL, là, la différence est assez importante. Je vais alterner entre les deux. Et vous voyez que le GFDL produit beaucoup plus de vagues-là dans le sud des États-Unis que le CANESM2. On voit ici, en fait, le maximum en Amérique du Nord est quasiment au Texas dans la MRC-C5 piloté par le GFDL. Donc, on voit qu'il y a des différences importantes selon le pilote. Donc, pour résumer la climatologie récente, la MRC-C5 à 0,22 degrés reproduit assez bien la climatologie récente globalement sur l'Amérique du Nord. La fréquence du verglas varie selon la méthode choisie. Raymer en produit plus, Quentin Bachin en produit beaucoup moins, par exemple. Mais le patron de la climatologie est généralement similaire selon la méthode, mais varie de façon importante selon le pilote utilisé. Donc, la prochaine étape, c'est de regarder pour le climat futur si ces différences sont similaires. Dans notre cas, voici un graphique qui présente la trajectoire de température moyenne à la surface planétaire par rapport à la période pré-industrielle pour les 4 pilotes qu'on utilise ici. Nous, dans notre cas, nos simulations historiques sont de 1950 à 2005. Et à partir de 2006, on utilise les scénarios RCP 8.5 pour le futur. Et vous voyez que d'ici la fin du siècle, il y a quand même une grosse différence entre la température annuelle, la température moyenne représentée dans les 4 modèles à cause des différences de sensibilité climatique entre les modèles. Et donc, si on regarde, par exemple, les changements à la fin du 21e siècle, moins la fin du 20e siècle, le climat dans chaque pilote-là est drastiquement différent. Le GFDL est à 3,5 degrés environ en 2100, alors que le CANESM2 est à plus de 6 degrés de réchauffement. Donc, au lieu de regarder des périodes fixes, on va regarder les changements par rapport au niveau de réchauffement planétaire. Donc, pour le CANESM2, pour le 3 degrés de réchauffement planétaire, qui est malheureusement un niveau plausible d'ici la fin du siècle, selon le GIEC, la période de 30 ans où la température moyenne dépasse 3 degrés pour la première fois avec le CANESM2, c'est 2035 à 2064. Et pour le GFDL, c'est 2067 à 2096. Donc, quand on va prendre les moyennes des simulations, on va prendre différentes périodes dans le temps pour les 4 simulations pilotées par les 4 méthodes, et au lieu de prendre juste la fin du siècle. Donc ici, je présente le changement moyen projeté des heures de pluie verglaçante par rapport à notre période de référence. Donc, à plus 2 degrés, premièrement, et après, je vais présenter à plus 3 et plus 4. Donc, CANESM2, MPI, MRC-C5 piloté par CANESM2, MPI, CNRM et GFDL. Et les points indiquent les points gris où les 4 algorithmes sont d'accord sur le signe du changement seulement. Donc, on voit qu'à plus 2, il y a des différences importantes entre les simulations.
Il n'y a pas énormément de grandes zones avec un changement très clair. On voit qu'en termes d'augmentation, on voit l'Alberta, le Manitoba, le Saskatchewan, il y a une augmentation projetée par le CanoSM2 et le CNRM comme pilote, alors que pour le MPI et le GFDL, on ne voit pas vraiment une grande zone d'augmentation. Mais le GFDL, par exemple, il y a une grande région où on projette une diminution. Et si vous vous rappelez, le GFDL, le MRCC5 piloté par GFDL, avait une grosse zone en fait, avait beaucoup de verglas dans le sud des États-Unis dans le climat récent. Donc, à plus 2 degrés de réchauffement planétaire, on a tendance à perdre presque tout le verglas dans le sud. À plus 3, les changements deviennent un peu plus cohérents, plus clairs. Donc, en fait, ça ressemble beaucoup aux études antérieures. Diminution dans le sud, augmentation dans le nord. Et à plus 4, vous voyez les deux simulations les plus froides n'atteignent pas plus 4 avant la fin de nos simulations, mais les projections sont un peu plus cohérentes. Augmentation, surtout dans le Canadien, diminution aux États-Unis. Et là, pour le climat futur, on peut maintenant combiner tous les résultats, les quatre méthodes et les 4 simulations ensemble pour un peu avoir une idée du niveau de certitude qu'on a dans les projections. Encore une fois, le plus 4 à prendre un peu plus avec un grain de sel parce qu'on a juste 2 simulations qui vont dans le plus 4. Et dans ce cas-ci, on présente les points de grille avec des points. C'est les zones où 80% des combinaisons, modèles, pilotes et méthodes diagnostiques s'entendent sur le signe, alors que les X, les zones assurées, c'est là où 100% des combinaisons sont d'accord. Donc, encore une fois, à plus 3, il y a une zone cohérente d'augmentation dans l'Ouest canadien, d'une augmentation moyenne de 10 à 15 heures par année, alors que dans le sud des États-Unis, on a tendance à perdre le verglas, à ne plus avoir beaucoup de verglas. Mais vous allez voir que sur le Québec, malheureusement, on est dans une zone où il y a beaucoup plus d'incertitudes parce qu'on est sur la ligne. Certaines simulations projettent une augmentation, certaines une diminution. Donc, en moyenne, c'est très difficile à dire dans le détail. Et si je regarde, un zoom sur le Québec, à plus 3, il y a 80% des combinaisons sont d'accord pour une diminution dans la vallée du Saint-Laurent, en fait, dans la région de Montréal. Donc, entre Montréal et Québec, dans la vallée, c'est une diminution moyenne de 10 à 15 heures par année. Mais encore une fois, ce n'est pas 100% des combinaisons qui sont d'accord même sur le signe du changement. Donc, il y a plus d'incertitudes. Ailleurs au Québec, dans le nord, en fait, une partie de la côte nord, autour du Labrador et au Labrador, c'est là où il y a une région où une augmentation est projetée, une augmentation un peu plus claire, plus cohérente, qui est plus présente encore à plus 4 degrés. Mais encore une fois, une grande région du Québec, il y a toujours beaucoup d'incertitudes sur le signe du changement. Et rapidement, pour présenter un peu pourquoi ces changements sont projetés, on a regardé quelques ingrédients de base pour le verglas, ici à plus 3 degrés de réchauffement. Donc ici, je présente la moyenne des 4 simulations, le changement relatif, donc en pourcentage, de la fréquence d'une température à la surface entre moins 10 et 0 degrés Celsius. Donc, c'est la fourchette de température où on observe le plus souvent le verglas. Et on voit, et dans le fond, les zones assurées, c'est là où les 4 simulations sont d'accord sur le signe du changement. Et j'ai filtré ici, j'ai masqué par... on doit aussi avoir en même temps des précipitations. Si on n'inclut pas ce critère-là, c'est similaire les résultats, mais dans le fond, température entre moins 10 et 0 et des précipitations. Et on voit que les simulations s'entendent sur une diminution très importante dans le sud. Donc, avec le réchauffement, on est plus souvent au-dessus de 0 dans le sud des États-Unis, dans le fond.
Donc, on n'a presque jamais des précipitations avec des températures de surface inférieures à 0 dans le sud. Et dans le nord, en fait, on a une augmentation de la fréquence de ces températures. Donc, dans ce cas-là, avec le réchauffement, ce n'est pas qu'il fait plus froid, c'est en fait qu'il fait plus chaud parce qu'il y a la critère de température supérieure à moins 10. Donc, alors qu'avant, les températures étaient plus souvent plus froides que moins 10. Maintenant, on va tomber plus souvent entre moins 10 et 0 dans le nord du Canada. Pour les températures en hauteur, donc à 850 hectopascales, qui est souvent là où se trouve la couche chaude, donc température à 850 supérieure à 0 pour faire fondre la neige. On voit qu'il y a une grosse augmentation projetée dans le nord du Canada, donc il va faire plus souvent plus que 0 à 850 hectopascales. Et si on met ces deux facteurs ensemble, donc la cohabitation d'air chaud en hauteur, température entre moins 10 et 0 à la surface, on voit que ça donne un résultat très similaire au changement de verglas projeté. Donc, on perd le verglas dans le sud parce que les températures à la surface se réchauffent. Donc, il fait moins souvent en bas de 0 à la surface. Donc, c'est simplement de la pluie qui va tomber, pas de la pluie verglaçante. Alors que dans le nord, il fait plus chaud à la surface, ce qui nous mène vers une fourchette de température propice au verglas à la surface, donc entre moins 10 et 0. Et en hauteur, il fait plus souvent des températures plus supérieures à 0. Donc, on a plus souvent les conditions nécessaires pour le verglas. Donc, pour résumer, on est capable de représenter la climatologie du verglas avec le MRCC5. On a regardé les différences entre les méthodes diagnostiques et on a trouvé qu'en général, le choix de méthode est un peu moins important que le choix de modèles globaux pilotes. Donc, les patrons géographiques de la climatologie varient beaucoup selon le pilote utilisé. En termes des différences, on a un peu plus de certitude. Les modèles et les méthodes s'entendent sur une augmentation de la fréquence de verglas dans l'ouest canadien, notamment le nord de l'Alberta, le Saskatchewan, le Manitoba, et une diminution du verglas dans le sud des États-Unis, en fait, dans une grande partie de la zone aux États-Unis où il y a du verglas en ce moment. Dans le fond, la zone du verglas va se transporter un peu vers le nord. Mais il y a beaucoup d'incertitudes ailleurs. Un point important de l'étude, c'est que l'utilisation de plusieurs simulations est vraiment essentielle pour avoir une bonne idée de nos niveaux de certitude. Si on fait une étude qui regarde juste une simulation pilotée par un modèle global, on pourrait avoir l'impression d'avoir confiance que les changements vont être comme on les voit, alors que si on change simplement le pilote, ça change drastiquement. Mais notre étude est un peu limitée dans le sens qu'on utilise un seul modèle régional. Donc, notre objectif était d'en utiliser plusieurs, mais comme j'ai présenté, si on n'avait pas suffisamment de données sur plusieurs niveaux de pression de manière sous-journalière pour le faire, pour l'appliquer à d'autres modèles. Donc, c'est important pour les études futures d'avoir accès à davantage de données pour diagnostiquer le verglas. Et finalement, encore une fois, on analyse l'occurrence de verglas, non pas les quantités. Et on a regardé la climatologie, mais pas les événements extrêmes. Donc, une prochaine étape serait d'étendre ce genre d'analyse aux événements plus extrêmes. On peut avoir une diminution de la fréquence de verglas en moyenne, mais avoir plus d'événements extrêmes qui causent les dégâts, par exemple. Donc, ça, c'est quelque chose à regarder dans le futur. Donc, je vais mettre ici les deux articles qui sont soumis ou en rédaction qui s'en viennent et mon courriel. Et merci aussi à ces organismes pour le financement pour le projet. Donc, merci. Merci Chris pour l'excellente présentation.
Il y a deux questions qui ont été écrites sur le chat. Je vais te les poser les deux, puis tu répondras. Il y a Philippe Lucas-Piché qui demande... Oups, excusez. Les questions ont bougé. Okay. Pourquoi as-tu masqué les données au-dessus des océans et des lacs? Puis ensuite, on commence par répondre à celle-là. Je te poserai la suivante après. Oui, ben, c'est ça souvent. Ben, premièrement, on n'a pas d'observation sur les océans et les lacs. Et en fait, c'est quelque chose qui est fait en général sur les études du verglas. On regarde sur Terre. C'est sûr qu'en fait, il y a des changements importants au-dessus des océans et sur les lacs avec le réchauffement. On pourrait les regarder, mais c'est ça, on n'a pas d'observation non plus pour les valider, pour valider les simulations à ces endroits-là. Donc, puis, il faut aussi souvent que la température de surface soit en bas de zéro, ce qui arrive peut-être moins fréquemment au-dessus des océans. En tout cas, des lacs, c'est autre chose. Là, mais c'est ça. Deuxième question d'Alain Royer demande « Bonjour, as-tu distingué les tendances hivernales et estivales? » En termes, j'imagine que vous parlez de ces graphiques-là. En termes du verglas, en fait, non, on n'a pas distingué les tendances. Ça, c'est un aspect qui a été étudié dans certaines études. Dans le fond, le changement de la saison du verglas. Nous, on n'a pas regardé ça. Notamment parce qu'on est sur l'Amérique du Nord et dans le Nord, c'est souvent au printemps, même pas l'été, mais mettons mai-juin, où il y a le plus de verglas, alors que dans le sud, c'est vraiment l'hiver. Mais non, on n'a pas séparé les saisons. Dernière question dans le chat, ensuite je vais passer la parole aux gens qui ont levé la main. Une question de Dragan qui demande « Quelle est votre définition de l'événement extrême du verglas? » En fait, je n'ai pas de définition ici parce qu'on ne le regarde pas. Mais pour l'instant, encore une fois, souvent, c'est identifié en termes de nombre d'heures. Donc, dans mon étude sur le climat, dans les observations, on a regardé des événements de longue durée et 6 heures est souvent un niveau utilisé pour les événements de longue durée. En fait, je vais arrêter le partage. C'est ça. Souvent, 6 heures est utilisé comme un seuil pour des événements de longue durée parce que ils sont rares. Mais c'est ça. Étant donné qu'on n'a pas regardé les événements extrêmes, on n'a pas vraiment de définition ici. Merci. Première question, Alain Bourque qui a levé la main en premier. Ensuite, ce sera Sarah de Lille. Merci Dominique, merci Christopher pour l'excellente présentation sur un sujet intéressant naturellement. J'étais content à la fin là, que tu rappelles à tout le monde qu'on n'avait pas spécifiquement étudié les événements extrêmes parce qu'effectivement, il y a peut-être 90%, voire 95% des heures de verglas qui ne sont vraiment pas problématiques parce qu'elles sont suivies tout de suite après par des heures de pluie ou que ça dure juste 1 heure ou que les accumulations ne sont pas sérieuses. Donc, c'est vrai que ça va être important de regarder les extrêmes qui causent, eux, les gros problèmes. J'avais 2 questions. En fait, j'en aurais probablement plein parce que c'est un ancien sujet de prédilection, mais j'en avais 2 vite, là. Est-ce que, parce que vous avez pris 20 ans de données comme de climatologie, etc., c'est quand même pas beaucoup. Puis je me demandais, par exemple, dans le sud du Québec, il y a quand même eu, en plein dans la période choisie, des événements majeurs, qui étaient peut-être même des événements de récurrence, un en 1000 ans ou un en 500 ans, ou je ne sais pas trop, qui viendraient très localement biaiser la climatologie à la hausse. Donc, je me demandais si vous aviez regardé, à savoir si les observations climatologiques que vous aviez définies comme de la climatologie n'avaient pas été potentiellement fortement influencées à la hausse à cause de ces événements de récurrence peut-être un petit peu plus remarquables. Première question. Deuxième question, je me demandais si vous aviez, j'avoue, toujours avoir une certaine nervosité quand on dit que le verglas va diminuer dans le sud du Québec, dans une vallée comme la vallée du Saint-Laurent, qui est tellement propice à des événements verglas à cause des événements des vents du nord-est. Je me demandais si vous aviez regardé, donc, dans les simulateurs ou dans les études, la qualité de la modélisation des vents à bas niveau, ou est-ce que vous aviez regardé, donc, d'autres composantes de ce genre-là? Oui. Pour la première question que je viens d'oublier.
Celle sur la climatologie utilisée là, pour oui, la période majeure des années. Ouais. Pour la période utilisée, en fait, on a utilisé 30 ans, donc c'est un peu plus représentatif déjà que 20 ans. Mais le 30 ans, en fait, c'est un peu pour ça qu'on utilise, avec le VARGLA, on utilise souvent les médianes et non pas les moyennes, parce que c'est un peu moins sensible à ces quelques années extrêmes-là. On n'a pas, je ne crois pas qu'on a regardé les variations, mais il y a une étude en 2004, Cortina et al., qui a regardé la climatologie du VARGLA sur l'Amérique du Nord. Et moi, j'ai fait la même étude en 2016. Et eux, leur étude était, je crois, de 76 à 93. Et le nôtre était 79 à 2016. Et les résultats étaient presque les mêmes, dans le fond. Mais c'est vrai qu'il y a eu énormément d'heures de VARGLA à Montréal en 98, par exemple, dû à un seul événement. Mais ça ne semble pas affecter trop la climatologie présentée. Là, j'aurais dû écrire les questions, le deuxième. En lien avec les vents dans la vallée du Saint-Laurent, est-ce qu'ils sont bien reproduits? Oui. Il semble être bien reproduit. Il y avait une étude de Mélissa Cholette et Julie Thériault il y a quelques années qui ont regardé l'effet de canalisation dans la vallée en changeant ils ont utilisé plusieurs résolutions du MRCC5. Je pense qu'ils ont utilisé 0.09 degrés, quelque chose comme 0.20, 0.44. Et à 0.44, la vallée était reproduite, la canalisation était là, mais pas au niveau observé. À 0.22, c'était la zone où ça commence à être bien reproduit. Alors que à plus basse résolution, à plus haute résolution, en fait c'était un stagiaire Ouranos, Médéric Saint-Pierre, qui a regardé le VARGLA selon la résolution. Et à plus haute résolution, on a tendance à surestimer la fréquence du VARGLA. Je crois, Dominique, tu pourrais me corriger si ce n'est pas le cas. Mais oui, la résolution a un effet important, mais à 0.22, on reproduit assez bien. Puis, dans la simulation pilotée par la réanalyse, on voit que l'événement de 98 est assez bien reproduit à 0.22 degrés, ce qui est rassurant. Merci. Oui, je confirme. En fait, à 0.11, on a tendance à surestimer, puis à 0.44, on sous-estime les épisodes. Puis il y avait Émilie Bresson aussi qui avait regardé les vents, la direction des vents pendant les épisodes de verglas. Donc, c'est des choses qu'on a regardées de façon générale, mais on n'a pas regardé le changement climatique des vents associés aux épisodes de verglas. Merci. Alain, Sarah, c'est à toi. Oui, bonjour. Merci, Christopher, pour ta présentation. J'avais une question peut-être un peu plus... dans le cadre du Québec agricole, donc qui est très préoccupé aussi par le verglas, j'ai regardé la diapo 21 dans laquelle on voit là, les heures potentiellement là, annuelles en +2, +3, +4. Dans tous les cas, même si je grossis les cartes, là, je sais que j'essaie d'être un petit peu plus précise, là, mais il semble qu'il y ait dans toutes les zones agricoles donc, du Québec, soit une tendance au maintien du même nombre d'heures ou légèrement une baisse. Le seul endroit qui n'est pas très loin de zone agricole qui semble avoir peut-être une possible hausse, ça semble être comme le trou, là, la forêt entre le lac Saint-Jean et Québec, donc dans le parc finalement. Est-ce que c'est bien ce qu'on doit, mettons, je vais vulgariser, on pourrait dire qu'il y a une tendance à maintien ou diminution partout, sauf peut-être une zone qui n'est pas agricole, mais qui semble être quand même pas loin des zones agricoles, qui aurait une légère hausse potentielle. Oui, c'est une bonne question. Je n'irai pas autant dans les détails que ça parce que si vous remarquez, je ne sais pas si vous avez pris une capture de l'image, c'est ça, dans la zone où il semble y avoir une augmentation. Ce n'est pas une zone où il y a des points. Donc, on n'a pas une bonne... dans le fond, les différentes simulations et les différentes méthodes ne sont pas d'accord sur même le signe du changement dans cette région-là. Donc, en fait, c'est plus incertain à cet endroit-là. Mais selon nos résultats, oui, la tendance dans les simulations est à une diminution au moins légère d'ici la fin du siècle, disons, de la quantité de verglas. Mais encore là, il y a encore beaucoup
beaucoup d'incertitudes dans ces projections. J'ai quand même bon espoir que dans les prochaines quelques années, on va avoir une meilleure idée. On a des simulations à plus haute résolution qui sont en cours et on espère pouvoir réduire un peu l'incertitude, mais c'est ça. Mais c'est ça. Pour l'instant, le sud du Québec, légère diminution dans les projections selon nos études et selon d'autres études récentes. Merci beaucoup. Merci, Sarah. Une question de David Duhart qui demande est-ce qu'on voit un effet des aérosols sur la prévalence du verglas? Oh, je ne sais pas. C'est une bonne question. Les aérosols, c'est sûr que ça pourrait avoir un effet sur la nucléation de glace en hauteur, mais ouais, ce n'est pas une question. Je n'ai pas réfléchi à ça personnellement. Je ne sais pas. J'espérais que tu aies une réponse parce que j'en ai pas, je ne sais pas. Puis dans le modèle, les aérosols ne sont pas représentants. Il n'y a pas d'interaction entre les aérosols et la radiation et tout ça, donc ce serait difficile de regarder l'effet. C'est une excellente question, David. Merci, mais c'est ça. Je pense qu'on est un peu embêtés. Question suivante de Philippe Roy. Puis Philippe, peut-être que tu veux expliquer un petit peu plus, mais la question comme telle, c'est est-ce que ce serait pertinent d'estimer la climatologie par rapport à bootstrapping pour éviter le problème soulevé par Alain Bourque? Fait que je ne sais pas, Philippe, si tu veux développer ou si la question est claire pour toi, Christopher. Tu peux y aller. OK. C'est tout simplement, donc Alain mentionnait qu'il y avait une courte climatologie, certains événements importants, style un peu outliers, pouvaient influencer l'estimation. Donc, c'est de voir si une approche par bootstrapping où tu estimes finalement ta médiane en pigeant aléatoirement, par exemple, dans ta climatologie 1 millier de fois, par exemple, te permettrait d'avoir peut-être une estimation de la médiane relativement similaire à ce que tu vois peut-être, mais aussi d'avoir une certaine borne d'incertitude sur ton estimateur. Donc, je me pose la question si c'était peut-être pertinent pour rajouter cette information-là dans l'analyse finalement du verglas. Oui, ça pourrait être une façon intéressante, une approche intéressante pour, en effet. Puis, c'est ça, il y a quand même beaucoup de variabilité aussi dans le climat actuel du verglas. Donc, on peut avoir quelques années où il y en a 0, quelques années où il y en a vraiment beaucoup. Ça varie. Puis, la variabilité varie beaucoup de station en station aussi. Donc, des approches comme ça pourraient être utiles. Puis, c'est ça. Il y a sûrement aussi plein de méthodes statistiques qui pourraient être utiles pour l'étude du verglas, étant donné la distribution, notamment pour les événements extrêmes. Merci. Merci. Je ne vois pas d'autres questions, fait qu'à moins qu'il y ait quelqu'un qui se manifeste très, très rapidement. Ah oui, tiens, Alain Bourque. Oui, merci Dominique, je ne pouvais pas m'empêcher. Non, mais là, je vais dire quelque chose de très sommaire, très vite avec les figures que j'ai vues, mais tu as monté au tout début une climatologie qui montrait que, en quelque part, le sud du Québec était probablement une région importante de verglas historiquement là, avec la climatologie. Puis là, un peu plus loin, j'ai cru voir des cartes qui laissaient sous-entendre que cette région populaire en verglas se déplacerait peut-être un peu plus vers les provinces des prairies canadiennes. Est-ce que c'est ça, en quelque part, qu'on pourrait s'imaginer? Parce qu'en fait, ce que je trouve que la figure dit qui peut être intéressant, c'est de dire que, ben oui, historiquement, c'était le sud du Québec qui était peut-être l'endroit où il y avait le plus de verglas, mais dans un climat changé, bien, ça va être un autre endroit. Puis là, ça pourrait être quand même assez intéressant de signaler à des régions qui en voient peut-être peu, de soudainement les informer d'avance qu'ils pourraient en avoir substantiellement plus. Oui, c'est un bon point. Je pense que c'est ça, l'Ouest. On ne s'attendait pas nécessairement à ce que cette zone-là soit les changements soient si cohérents, si importants dans cette région-là. Donc, je pense que c'est quelque chose à regarder plus en profondeur dans le futur. Regarder, dans le fond, il y a quelques grandes villes dans cette région-là qui risquent d'être impactées davantage. C'est aussi intéressant de noter que en Terre-Neuve, qui est mettons, la vallée du Saint-Laurent, elle est numéro 2 en termes de verglas actuellement, et Terre-Neuve, l'est du Terre-Neuve, c'est le numéro 1. Mais au Terre-Neuve, les projections sont vraiment très fortement à la baisse. Donc, peut-être que Montréal pourrait devenir
le numéro 1 brièvement, je ne sais pas, mais ça, c'est une forte baisse là aussi, mais sûrement lié au fait que c'est souvent très près de zéro à cause des effets de l'océan. Et là, avec un peu de réchauffement, ça n'arrivera plus. Mais ouais, l'Ouest, faut étudier cette région-là un peu plus pour voir ce qui s'en vient. Merci, Chris. Dragan, tu as une question? C'est juste brièvement parce qu'on va avoir une rencontre demain, dans l'après-midi. C'est que ce qui m'intéresse, en effet, ce qui intéresse peut-être les gestionnaires des infrastructures, c'est vraiment maintenant ces événements extrêmes de verglas. Et donc, parce que c'est là où ça fait mal. Donc, ce serait intéressant de voir, de discuter un peu quel est votre programme de recherche pour s'attaquer à cette problématique-là, surtout en se basant sur l'impact des changements climatiques. Donc, c'est un dossier que je trouve important. Si je regarde ça du côté Hydro-Québec, mais c'est vraiment les événements extrêmes du verglas qui sont potentiellement dangereux pour le réseau et en cascade pour la population. Donc, c'est quelque chose qui serait pertinent de regarder de près. Parce que si on se base sur les données historiques, ça donne une image. Donc, nous avons des cartes de verglas, etc., qui sont basées sur les bases de données du passé. Mais c'est comme conduire la voiture en regardant dans le rétroviseur. Est-ce que le passé est le garant du futur? Donc, surtout dans le contexte des changements climatiques. Oui. Je vais peut-être juste, si tu me permets, Chris, répondre peut-être brièvement à Dragan. Et pour les gens qui s'interrogent de façon générale sur les changements des extrêmes, dans le cas d'autres projets qu'on a menés, beaucoup, Émilie Bresson, moi et d'autres personnes, là, on a regardé des indicateurs de verglas, donc différents de juste les occurrences et tout ça. Et ce qu'on a quand même pu observer, si on parle au sud du Québec, même pour les événements les plus intenses, c'est une tendance vraiment à la diminution. C'est ça, c'est clair qu'on n'avait pas plein de méthodes diagnostiques, mais on avait quand même les simulations que Chris a montrées, donc la MRCC pilotée par plusieurs GCM différents. Et pour les épisodes les plus intenses, vraiment ce qu'on a regardé, ce qu'on a observé, c'est une diminution. C'est un article qui est également en préparation, qu'Émilie est en train d'écrire présentement. Fait que je vais juste apporter peut-être cette nuance. Oui, c'est simplement, je ne sais pas, est-ce que vous allez être présente demain à la rencontre, mais ce sont des éléments que j'aimerais qu'on discute dans le cadre de cette étude qu'on est en train de faire spécifiquement du verglas extrême dans la région métropolitaine. Oui, on reparlera de tout ça demain. Il y avait Anne Blondelot qui avait levé... Ah oui, OK, c'est ça. Anne. Oui, je l'avais rebaissé parce que ma question rejoignait celle de Dragan sur les extrêmes de verglas. Donc, moi aussi, j'avais la même question. Je me demandais qu'est-ce qu'on avait comme information. Mais donc, je vais poser mon autre question. D'abord, merci, Chris, pour ta présentation très intéressante et très claire. Dans quelle mesure, je reviens à la question de Sarah sur la vulgarisation, dans quelle mesure vous êtes confortable dans la vulgarisation des résultats qu'on a aussi bien pour les extrêmes, puisque tu dis qu'on en a, que là, pour les fréquences, et quel genre de précautions, s'il faut en prendre, pour communiquer le message? Oui, c'est une très bonne question. Puis ça, en fait, je vais donner un peu la réponse que j'allais donner pour compléter la réponse de Dominique. Je n'ai peut-être pas tant mis l'emphase sur ça, mais le verglas est un des phénomènes qui est le plus incertain qu'on a, dans le fond, dans le rapport du GIEC récent. Il y avait une graphique avec différents phénomènes et le niveau de certitude, le nombre d'études là-dessus. Puis les tempêtes de neige intenses et les tempêtes de verglas étaient comme... il n'y a presque aucune région où on est très confiant sur le sens du changement. Et les études que j'ai présentées, vous avez peut-être remarqué, la première étude était en 2011. Donc, ça fait 10 ans et en 10-11 ans, il y a eu 3-4 études en total sur la fréquence du verglas. Donc, pour l'instant, je ne sais pas pour Dominique, mais je ne suis pas très confortable de dire avec certitude, même dans notre cas où il y a des points de grille, où il y a
plus de certitude dans nos simulations qu'il y a une diminution, par exemple. Mais peut-être que je fais trop attention, je ne sais pas. Mais c'est ça, c'est encore... je pense qu'il va y avoir beaucoup de progrès dans les prochaines années, mais il y a peu d'études pour l'instant quand même. Ben, moi, je suis peut-être plus... fonceuse. Ouais. Non, mais je pense que... Merci, Anne. Je dirais que globalement, pour le sud du Québec, l'étude que Chris vient de faire, où il a couvert une bonne partie de l'incertitude, vient conforter toutes les études antérieures qui avaient été faites où là, il y avait vraiment seulement juste un modèle ou juste une méthode et tout ça, ce qui fait que je pense que de plus en plus, on commence à avoir une bonne indication que pour la partie sud du Québec, mais quand je dis sud, c'est vraiment l'extrême sud, là, la vallée du Saint-Laurent, tout ça, on peut vraiment s'attendre à une diminution en moyenne. Comme je dis, on n'a pas regardé nécessairement, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir des épisodes très, très intenses qui pourraient se produire. Mais que globalement, je pense qu'on peut s'attendre à une diminution. Je commence à être assez confortable, moi, pour le dire. Et pour le nord du Québec, par contre, une augmentation. Encore une fois, ça ne veut pas dire que ça va arrêter complètement. Puis, se montrer une diminution du nombre d'heures, mais ça ne mène pas le nombre d'heures à zéro. Là. Il reste quand même... la vallée du Saint-Laurent demeure malgré tout un endroit où il va se produire du verglas quand même plusieurs heures en moyenne par année. Donc, c'est ça. Mais et puis après, il y a tous ces événements extrêmes aussi. Donc qui peuvent se produire de manière très, très, vraiment rarissime, donc qui ne sont pas nécessairement représentés dans les modèles, un peu comme l'épisode de 98. Si on prend une simulation de 100 ans, il n'y a peut-être pas un épisode comme ça qui serait reproduit, qui serait modélisé, mais ça s'est produit. Fait que bon, c'est un peu tout ça. Mais moi, je commence à être de plus en plus à l'aise, en fait. C'est ça, mais c'est bon. C'est ça. OK. Merci. C'est ça, sur le sud du Québec, sur le Québec en général, ce qui est difficile, c'est qu'on est selon le modèle, la simulation, on est vraiment entre la zone d'augmentation et de diminution. Dans l'Ouest canadien, je dirais que je suis plus confiant parce que les simulations s'entendent sur cette augmentation-là, mais c'est ça. Mais par exemple, à Montréal, dans l'article, on va présenter un tableau avec quelques endroits et les changements des médianes, par exemple. Puis à Montréal, dans le climat récent, la médiane de toutes les simulations, toutes les méthodes était 27 heures par année. À plus 3, la médiane est de 21 heures par année. Donc, on ne tombe pas à zéro, mais c'est ça diminue quand même. OK. Merci. Bon, je pense que ça a peut-être une question rapide de Dragan, mais... Une dernière question, hein, merci. Rapide. Comme une des participants a écrit, je suis très intéressé à voir cet article une fois publié. Est-ce que, parce que si on regarde 98, on a eu 3 tempêtes rapprochées qui ont eu l'effet d'une tempête monstre. Donc, dans vos analyses de données, est-ce que 98 est considéré comme une tempête ou vous allez regarder ça comme 3 tempêtes? Dans notre étude, on n'a pas regardé, on n'a pas séparé des tempêtes. Dans le fond, on a juste pris total d'heures de verglas pour l'année, par exemple. Mais c'est ça, il y a différentes façons de faire. Dominique, je ne sais pas si vous avez regardé. En fait, les extrêmes, vous avez pris des extrêmes, c'était-tu quotidiennes? Oui, mais en fait, les extrêmes sont faits avec des simulations pilotées par des GCM. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, donc 98 n'était pas là. Pour avoir 98, il faut utiliser des simulations pilotées par des réanalyses. Mais quand on a regardé 98, était très bien représenté dans le modèle et à ce moment-là, on peut le considérer comme une tempête ou comme 2 selon la définition qu'elle on lui accorde. Mais là, on reparlera peut-être de tout ça peut-être plus en détail une autre fois. Donc, juste rappeler brièvement aux gens, la présentation est enregistrée, donc elle va être disponible sur le site web d'Ouranos, sur le canal YouTube. Et pour les gens qui seraient intéressés éventuellement à avoir l'article, je vous dirais, vous pouvez communiquer soit avec moi ou avec Émilie Bresson. Et puis, quand ce sera publié, on se fera un grand plaisir de vous envoyer l'article, de vous envoyer le lien. Tout ça, de toute façon, en général, les articles sont quand même assez publicisés, soit sur le site web d'Ouranos ou sur nos pages LinkedIn ou ce genre de bidules-là respectives. Fait que sur ça, je vous remercie encore une fois tant Alexis que Christopher qui ont vraiment fait, personnellement, 2 présentations que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appréciées.
Et merci à tout le monde pour vos excellentes questions et votre participation. Sur ça, à la prochaine tout le monde.